Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre excellent début de semaine à tous. Il est 19h sur Al Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres de l'actualité de 7 jours. Le Royaume du Maroc condamne vigoureusement la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l'islam et au prophète Sidna Mohamed, paix et salut sur lui. C'était hier dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Covid-19, les indicateurs sont toujours très inquiétants. Le nombre de contaminations s'accroît dangereusement de jour en jour. Pour nous aider à y voir plus clair dans l'évolution de la situation épidémiologique, nous avons avec nous sur le plateau le professeur Azdine Brahimi, directeur du laboratoire de biotechnique de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Et puis nous parlerons également sport avec le SAC de la Renaissance sportive de Berkane, hier en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était face aux Égyptiens du Pyramide, premier titre africain pour les Berkane. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux membres du club de la Renaissance de Berkane à l'occasion de sa consécration à la Coupe de la Confédération africaine de football. Dans ce message, Sa Majesté le roi souligne qu'à l'occasion de la consécration de la Renaissance de Berkane à la Coupe de la Confédération africaine, il nous est agréable d'adresser nos chaleureuses félicitations à l'ensemble des composantes de votre équipe, joueurs, techniciens, administratifs et fans. Le souverain salue ce grand exploit continental qui honore le football marocain et qui vient couronner les efforts continus que vous avez déployés, ainsi que la discipline et la compétitivité dont vous avez fait preuve tout au long de ce championnat africain. Tout en réitérant ses félicitations, Sa Majesté le roi souhaite aux différents clubs sportifs nationaux davantage de succès pour remporter d'autres titres au niveau continental et international. Nous reviendrons en images à la fin de cette édition sur les temps forts de ce sacre africain. Le Royaume du Maroc condamne vigoureusement la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l'islam et au prophète Sidna Mohamed, paix et salut sur lui. C'était hier dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le texte du communiqué de condamnation avec Mohamed Etelchkar. Dans ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le Royaume du Maroc dénonce la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l'islam et au prophète Sidna Mohamed. Des actes qui reflètent, souligne encore le communiqué, l'immaturité de leurs auteurs. Le Royaume du Maroc réaffirme que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté et les croyances des autres. Le communiqué souligne que la liberté d'expression ne saurait, sous aucun motif, justifier la provocation insultante et l'offense injurieuse de la religion musulmane, qui compte plus de 2 milliards de fidèles dans le monde. Le Royaume du Maroc, autant qu'il condamne toutes les violences obscurantistes et barbares prétendument perpétrées au nom de l'islam, s'élève contre ces provocations injurieuses des sacralités de la religion musulmane. Le Royaume du Maroc, à l'instar des autres pays arabes et musulmans, appelle à cesser d'attiser le ressentiment et à faire preuve de discernement et de respect de l'altérité, comme prérequis du vivre ensemble et du dialogue serein et salutaire des religions. Fin de citation du communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Maroc et Eswatini renforcent leur coopération dans plusieurs domaines. Eswatini qui a inauguré d'ailleurs cet après-midi son ambassade à Rabat. Plus tôt dans la journée, les deux pays ont signé un protocole de coopération industrielle et une déclaration commune d'intention sur la coopération dans le domaine de la santé. Mariam El Messi. La coopération bilatérale Maroc-Eswatini franchit un nouveau palier. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue eswatinienne, Thulisile Dladla, inaugurent l'ambassade du royaume d'Eswatini à Rabat. La mission diplomatique résidente au Maroc devrait insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales entre Rabat et Mbabane.
Plus tôt dans la journée, les deux diplomates ont procédé à la signature de 2 accords de coopération. D'abord un protocole de coopération industrielle avec à la clé un échange d'expériences et d'expertise en matière de politique industrielle. L'ambition d'élargir les partenariats existants entre les deux pays et en développer de nouveaux implique également le secteur de la santé. À cet effet, une déclaration commune d'intention a été signée. Par ce document, les deux pays témoignent de leur volonté mutuelle de consolider leur coopération dans le domaine de la santé. Cela devrait se traduire par un renforcement des capacités des professionnels de la santé dans différents domaines. Également à la une de la coopération africaine, le Maroc et le Tchad ont signé à Rabat plusieurs accords, des mémorandums et une convention de coopération. Un pas de plus vers le renforcement des relations bilatérales et des partenariats entre les deux pays. Abdelali Aïgad, Mohamed Ouaibi et Oumaïma Rabli. C'est sa première visite officielle hors du Tchad depuis sa nomination. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens à l'étranger, Amine Abasséder, a été accueilli ce matin par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita à Rabat. Un moment diplomatique important pendant lequel 3 accords ont été signés, 2 mémorandums d'entente et une convention de coopération. On a procédé à la signature de 6 nouveaux accords. Des accords qui concernent les domaines de la culture, de la communication, de l'industrie et la suppression des visas sur les passeports officiels. Nous avons également convenu avec Monsieur le ministre de renforcer notre coopération dans plusieurs secteurs. Ce point de presse est également l'occasion de réaffirmer la position du Tchad de soutien à l'intégrité territoriale du royaume, car depuis mars 2006, le Tchad ne reconnaît pas la pseudo Rast. Le Tchad soutient les efforts du secrétaire général de l'ONU. À l'instar de la communauté internationale, le Tchad prend note de la proposition marocaine présentée au secrétaire général des Nations Unies relative à l'initiative d'autonomie et se félicite des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant vers un règlement de ce différend. Entre Rabat et N'Djamena, les relations bilatérales ont toujours primé. Ce fut l'un des premiers pays à bénéficier des aides envoyées par Sa Majesté le Roi pour épauler les pays africains frères dans leur lutte contre le Covid-19. Covid-19, justement, le point de la situation des dernières 24 heures, 2264 nouveaux cas d'infection au coronavirus pour 2727 guérisons. Le nombre de décès en 24 heures enregistre un nouveau triste record, 72 décès. Le total des cas actifs est de 30 450. Celui des cas sévères et critiques s'élève à 764 patients donc sont en réanimation, dont 56 sont intubés. Et le taux d'occupation des lits de réanimation s'élève à 33,25%. Une cinquantaine de cas de décès en moyenne donc chaque jour depuis plusieurs jours, et ce n'est pas le seul indicateur alarmant. Le total des cas actifs dépasse désormais les 31 000, celui des cas sévères et critiques avoisine dangereusement le millier. Alors quelle lecture faire de ces chiffres? Nous avons avec nous d'ailleurs le professeur Azdine Ibrahimi. Vous êtes, bonsoir, vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, mais également vous êtes directeur du centre de recherche médicale. Alors en voyant ces chiffres, qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui? Voilà, donc moi je commencerai par dire la lecture des chiffres ne devrait pas se faire tout simplement en dénombrant les gens qui sont infectés ou les gens qui sont morts malheureusement, mais plutôt donner une dimension humaine à tout ça. Parce que derrière un chiffre, il y a une personne qui est morte, des familles qui sont là, qui ont perdu un cher, et malheureusement, il y a beaucoup de dégâts, ça peut être social ou économique. Et donc, les chiffres qui sont là, ils sont très très alarmants. Je pense que là, il faut vraiment que tout le monde soit conscient que ces chiffres-là ne peuvent pas changer du jour au lendemain sans changement d'approche ni de culture. En fin de compte, si les gens pensent que tout simplement, en gardant ce qu'on a aujourd'hui comme culture et comme
façon de confronter le virus, ça va changer, c'est pas le cas. Et je donne l'exemple de Casablanca, malgré qu'on avait fait un confinement partiel, parce que les gens n'ont pas respecté ce confinement, on a toujours ces chiffres-là, et l'exemple de Casablanca, c'est un mauvais exemple pour ce qu'on doit faire et comment on doit réagir. Alors, y a-t-il danger du système de santé, saturation du système de santé? Voilà, pardonnez-moi, mais moi, ça m'étonne que les gens, on sait bien que le système de santé marocain, il est limité, tout le monde le connaît, il n'y a pas vraiment à le nier. Et en plus de ça, on ne prend pas vraiment ces gestes barrières vraiment à la rigueur, on aura plein de problèmes à ce près, parce qu'il y aura plus de nombre de personnes infectées, plus de personnes en situation critique, plus de personnes en réanimation et soins intensifs, et malheureusement, il y aura plein de sang et plein de décès. Et donc, je pense là, vraiment, il faut vraiment... Les approches sont très, très claires. Une approche non médicale, c'est soit le confinement total, et là, il y a un résultat, parce que qu'est-ce qu'on fait avec un confinement général? On force les gens à respecter les gestes. Et donc, si on fait un confinement partiel et les gens ne respectent pas... Oui. Alors justement, des études de simulation sont effectuées un peu partout dans le monde, et cela a montré que le port du masque a un rôle important à jouer dans... Indiscutable. C'est vraiment le geste barrière. Barrière, vraiment. En fin de compte, il y a des études scientifiques, on peut commencer par là et dire, voilà, tous les pays où il y a vraiment un respect de port du masque, il y a vraiment, on peut combattre le virus. Et là, il y en a une comparaison qu'on peut faire entre les pays de l'Est, qui sont l'Asie, et on peut prendre Taïwan, par exemple, on peut prendre Hong Kong, on peut prendre le Japon, et comparer à d'autres pays qui ne respectent pas le port de masque pour plusieurs raisons, les États-Unis, en Europe de l'Ouest, et le bassin méditerranéen, qui sont connus pour leur mobilité et un petit peu leur désobéissance. Et donc, on voit une comparaison très, très claire, et on voit que ces pays-là qui respectent le port du masque sont là, et ils ont moins d'infectés, moins de morts. Des pays comme les États-Unis, pour une raison politique, le port de masque, il n'est pas généralisé, il y a des morts qui sont de partout. La simulation dont vous avez parlé, je pense que c'est très très intéressant de revenir sur ça. Par exemple, il y a une simulation de l'université de Washington qui fait les simulations de partout dans le monde, et pour le Maroc, il dit qu'en fin de compte, si on arrivait à augmenter le nombre de personnes qui portaient le masque de 53-52% qu'on a maintenant à 95%. Et si on arrivait à réduire la mobilité de 20%... Surtout la mobilité. Voilà, on pourrait sauver plein de gens. Je donnerai un chiffre juste pour alarmer les gens, et je le fais exprès. La simulation pour le mois de février 2021, si on reste dans la même situation actuelle marocaine, on va avoir à peu près 22 000 morts. Si on arrive à augmenter le nombre de personnes en portant les masques à 95%, réduire la mobilité de 20%, on aura 8 000 morts. Donc on est en train de parler un petit peu de sauver la vie de 14 000 personnes. Et donc je donne à tout le monde de réfléchir à ça, parce que c'est un chiffre très alarmant. Alors on l'a vu aujourd'hui, on vient de voir le chiffre d'aujourd'hui, 72 décès, ça va un peu en augmentation. Alors s'agit-il de nouvelles souches virulentes du coronavirus ? Et je précise que vous dirigez le projet Génoma, un programme spécialisé justement dans la génétique. Voilà, donc nos études, nous, on avait fait plusieurs études sur ça. On a regardé 30 000 virus et on a regardé 3 000 à travers le monde. Puis après, on a comparé les virus qui ont été séquencés au Maroc. Il y a une diversité qui n'est pas très, très grande. Il y a une seule mutation qui est très, très intéressante, mais qui n'impacte pas le nombre de décès, mais plutôt il impacte la virulence du virus. Donc on pourrait dire qu'il n'y avait pas de changement. Je pense, moi, ce que je suspecte, c'est en fin de compte l'arrivée très tardive des gens à l'hôpital. Et donc une fois que vous arrivez très tard, je pense que le traitement n'est plus le même. Et là, il faut prise en charge au niveau de réanimation, et c'est très dur de plus ou moins de le faire. Donc j'insiste sur le fait que les gens qui sont vraiment avec les premiers symptômes, prendre les précautions nécessaires et essayer de prendre le traitement, surtout que 60% des personnes marocaines prennent leur traitement à la maison, il faut le faire. Justement, j'allais en parler. Voilà. Donc on peut se faire guérir en allant se soigner tout simplement à la maison si les cas ne sont pas trop graves. Tout à fait, tout à fait. Je pense que le protocole marocain est très très clair en fin de compte pour les gens qui sont jeunes. Je pense que c'est très très clair, les gens de moins de 30
de 40 ans sans comorbidité. Ils peuvent avoir un traitement à la maison, donc ils peuvent se dépister et par la suite prendre ce protocole. Mais arriver très tard au niveau de l'hôpital, juste pour faire comprendre aux gens, on ne parle plus de la même maladie. Parce qu'au départ, on pourrait parler d'une maladie comparable à l'influenza, mais après, c'est plus la même chose parce qu'on est en train de parler d'une maladie où il y a l'inflammation généralisée, il y a le corps qui va réagir, et là, vous êtes passer à d'autres protocoles avec, bien sûr, obligation d'avoir un masque à oxygène pour s'oxygéner. Donc, vraiment une invitation. Je pense que le virus, il est là. Il est un petit peu démocratique. Il n'a pas trop changé ni bougé. Mais en fin de compte, c'est à nous de bouger, en quelque sorte. C'est vraiment un conseil, vraiment... Je voudrais le faire avec beaucoup d'amour. On ne le dit pas souvent aujourd'hui, mais il faut vraiment, parce qu'en aimant les autres, en s'aimant nous-mêmes, on pourra se protéger ensemble. Alors, vu la situation actuelle aujourd'hui, si vous avez un petit mot pour nos téléspectateurs et pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, moi aussi je pense que c'est le geste de porter un masque, on en a parlé avant, c'est vraiment un geste d'amour pour nous-mêmes, parce qu'en fin de compte, je rappelle que vous êtes... C'est le premier geste barrière. Barrière, il n'y a pas quelque chose. Heureusement qu'on a ce geste-là, parce que je rappelle que les gens, au départ, on n'avait rien sous la main. On était obligés de rester à la maison parce qu'on ne savait pas comment ça allait évoluer. Là, on a quelque chose sous la main et ça permet de nous protéger, parce qu'à long terme, on ne sait pas ce que fait le Covid, et de protéger les autres. Et je pense que cette dimension humaine, en quelque sorte, de l'approche, de lecture de ces chiffres est très, très importante. Il ne faut pas s'en détacher. On en a parlé tout à l'heure et on va conclure avec ça pour reparler un petit peu du risque de saturation du système de santé. Voilà, moi je viens, il y a le week-end, il y avait le congrès international de la médecine d'urgence au Maroc, à Rabat ici. Il y avait des collègues de toutes les villes du Maroc et on pouvait en palpable. Je voudrais remonter ce sentiment qu'on a eu durant le congrès. Il y a vraiment un épuisement général. Les réanimations, c'est pas tout simplement des lits, c'est des humains qui sont autour, qui sont en train de prendre en charge ces patients-là, et ils sont en train de le faire depuis des mois. Ils vont s'épuiser. C'est pour cela qu'on demande à tout le monde... Ils sont au front depuis d'ailleurs... Depuis des mois et des mois. On les salue. Je pense que tout le monde les salue chaleureusement. Mais je pense, nous aussi, dans cette approche collaborative, on doit s'impliquer en quelque sorte, chacun de son côté, pour faire réussir cette lutte qui est une question de mort ou de vie. Et je rappelle ça. Merci professeur Azdine Ibrahimi d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir un peu éclairé sur cette maladie. Vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, mais également directeur du centre de recherche médicale. Merci. Merci à vous. Merci. La deuxième était la bonne. La Renaissance sportive de Berkane décroche son premier titre africain. Il s'agit de la Coupe de la CAF. Berkane s'est imposé 1-0. C'était lors de la finale disputée hier soir au complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat face aux Égyptiens du Pyramide. Les hommes de Tariq Skitiwi sont parvenus à inscrire l'unique but de la partie. C'était dès la 15e minute de jeu. On revient sur le déroulement de cette rencontre avec Nissina Ouzlar. Ce sont les sourires, les sursauts, les cris et les chants d'une équipe ultra soudée qui s'est battue jusqu'au bout pour réaliser ce grand exploit continental. À sa manière, loin de son public fidèle, Covid-19 oblige, tout le staff de la Renaissance de Berkane célèbre ici, sur la pelouse du complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat, son tout premier titre africain avant de monter sur le podium. La joie est d'autant plus grande puisqu'elle vient après une longue saison et 14 mois d'attente imposés par la pause forcée liée au Covid. La joie a aussi comme un goût de revanche. Après avoir raté la finale de la Coupe de la CAF la saison dernière face aux Amalek, les hommes de Tariq Skitiwi se sont accrochés au rêve. Le rêve se réalise aujourd'hui, le trophée est enfin soulevé. Derrière cette ascension fulgurante, de l'agnac, beaucoup de travail, un esprit d'équipe et un entraîneur très fédérateur. Reprenons les moments forts du match. La détermination des Oranges est palpable sur le terrain dès les premières minutes du jeu. Les protégés de Tariq Skitiwi lancent les hostilités en direction des cages égyptiennes. Après plusieurs tentatives ratées, les Berkani parviennent à marquer grâce à une réalisation de Youssoufou Dayo. Nous sommes à la 15e minute du jeu. Le club égyptien essaye de faire pression, mais en vain.
La renaissance de Berkane tient bon jusqu'au coup de sifflet final salvateur du Camerounais Sidi Alioum. Le bonheur de l'équipe est indicible. Aujourd'hui, la joie se mêle à la reconnaissance. Cette victoire est tellement émouvante. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir aux Berkani et à tous les Marocains. Une victoire largement méritée. Que ce soit durant la Botola ou pendant les grands matchs de la Coupe de la CAF, eh bien, nous avons fait preuve d'un immense travail pendant cette saison. Un travail de longue haleine et surtout une discipline irréprochable. Une discipline qui a permis à la renaissance de Berkane de monter crescendo pendant ces dernières années. D'abord une qualification en phase de poule de la Coupe de la CAF, puis en quart de finale, ensuite à la finale et aujourd'hui carrément une montée sur le podium. Le bel exemple d'une équipe qui investit sur le long terme et qui avance lentement mais très sûrement. Voilà, bravo à l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane et félicitations une nouvelle fois. C'est avec ce sacre africain de Berkane que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 10h.